Bonjour à tous, comment est-ce qu'un F-22 américain, l'avion vendu sur le papier comme étant le meilleur en combat aérien du monde, de l'univers, s'est retrouvé dans le réticule de tir d'un KAI-50? Eh bien je vous propose qu'on aborde ce sujet juste après le jingle. Roger ball. Mais juste avant, si vous aimez la simulation de vol, si vous aimez le combat ou si vous voulez en savoir plus sur le combat dans la troisième dimension, eh bien notre partenaire aujourd'hui c'est War Thunder qui est probablement le jeu de combat le plus complet pour le grand public, le plus abouti qu'on puisse trouver à l'heure actuelle. Vous avez plus de 2000 matériels militaires, ça va du char à l'hélico, au bateau, à l'aéronef, qui puisse être utilisé en PVP, en player versus player. Chaque unité, chaque matériel est extrêmement détaillé, avec ses propres performances, et que vous jouiez sur PC, Xbox ou PlayStation, c'est extrêmement bien rendu. Ce qui est sympa, c'est la qualité en 4K avec le son qui est très immersif. Mais également, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité du détail des dégâts qui est prise en compte. En fonction de l'endroit où le dégât aura lieu, eh bien, votre aéronef, votre matériel ne va pas se comporter de la même manière. Moi, je vous conseille de tester par vous-même. En cliquant sur le lien en description, vous avez un gros pack bonus sur PC et console avec des camouflages, des véhicules premium, des boosters d'expérience et plein d'autres bonus. L'offre est disponible pour tous les nouveaux joueurs, mais également ceux qui sont inactifs depuis plus de 6 mois. C'est le moment de s'y remettre. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée de ce qu'est ce simulateur qui va vous permettre de mieux maîtriser la troisième dimension, le matériel militaire, mais également, et c'est important, les tactiques militaires. Fox 2. Fox 2, ça veut dire tir d'un missile infrarouge. C'est ce qu'annonce le pilote philippin et c'est ce que nous reporte The Fighters Journal, qui est la publication officielle de la 5e wing de chasseurs. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un exercice aux Philippines qui s'appelle Cope Thunder, qui est un exercice qui existe depuis 1976, qui en 91, suite à l'éruption du mont Pinatubo, a déménagé aux US, est revenu cette année au-dessus des Philippines, sachant que les Américains sont de retour en force dans la région, on va le voir juste après. Et ce petit K-50, qui n'est pas très gros, qui est fabriqué par les Sud-Coréens, a réussi à avoir une opportunité de tir sur le F-22 et ils ne se sont pas privés pour le marketer, c'est sorti sur la toile et forcément c'est pas sans nous rappeler quand le Rafale en son temps avait eu un kill également sur lequel la France avait pas mal capitalisé dans la presse contre le F-22. Alors juste avant, les Philippines, c'est très très grand. On est sur 7641 îles, 2040 km sur 1066 km, 110 millions d'habitants, quasiment 2 fois la population française. Envahi en 1942 par les Japonais qui ont fait de nombreux massacres. Et derrière, MacArthur, lui, qui a dû quitter l'île, mais qui est revenu la libérer en 44-46. L'île est devenue indépendante en 46. Vous avez toujours eu une grande présence américaine, notamment pendant la guerre du Vietnam. Puis les Américains sont un peu partis, et là c'est un gros retour en force depuis début avril 2023. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'un point de vue géopolitique, les Philippines c'est juste à côté de la mer de Chine. Et si vous regardez dans le détail, ici vous avez les Philippines, la Chine qui est là, et là vous avez des îles où il y a de nombreuses tensions. Donc les Américains ont décidé de revenir dans la zone. Il y a 4 nouvelles zones qui ont été annoncées. Hop là, 3 ici et une ici. Et vous voyez que c'est bien dans le nord et bien par ici. Donc on est bien pour enfermer la mer de Chine qui se situe là. Ça c'est Taïwan, pour info. Et vous avez déjà d'autres bases américaines. Donc là, ce qui va nous intéresser, de manière un peu plus précise, c'est la base de Clark qui est là. Et le combat aérien a eu lieu au-dessus de Luzon, ici,
dans le nord des Philippines. L'armée de l'air des Philippines, eh bien, c'est 17 000 personnes d'actives, 16 000 en réserve, 214 aéronefs, mais plutôt des hélicoptères ou des avions de patrouille maritime, pas trop des chasseurs. Ils ont un plan de vol pour 2028 pour remonter en compétences. Ils ont des A-29, c'est le super Tucano qui fait de l'attaque au sol. Vous voyez qu'il a du FLIR, il peut voir ce qui se passe au sol et guider des roquettes. On a également du Bronco qui a vraiment fait parler de lui pendant le Vietnam. Et vous avez ces nouveaux KAI-50, 12 commandés en 2015. Ils ont déjà accidenté 2. Mais on va revenir sur cet aéronef. On est quand même sur une commande d'environ 12 avions pour moins d'un demi-milliard de dollars. Donc c'est un avion intéressant qu'on va d'ailleurs retrouver en Europe. Pourquoi ? Eh bien parce que le KAI-50, donc KAI c'est un fabricant sud-coréen, mais ils ne l'ont pas fait tout seul, ils ont été aidés par les Américains. L'objectif c'était de préparer les Sud-Coréens au F-15 et au F-16 version coréenne. Il y en a plus de 200 qui ont été fabriqués. Avid 6 tonnes 5, Massmax 12 tonnes 3, un réacteur qui pousse 5 tonnes, 7 tonnes avec la PC, donc on est sur un super étendard boosté aux hormones, vitesse maximum Mach 1.4, et il a connu le combat eh bien, aux Philippines lors de la bataille de Marawi où l'État islamique s'est battu contre l'État philippin. Il y avait 1000 combattants de l'État islamique, en face c'était plusieurs milliers, ça a duré plusieurs jours, on pourra en parler sur la chaîne si ça vous intéresse. Toujours est-il, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Irak, mais la Pologne, avec une commande de 48 aéronefs, utilise ou vont utiliser 7 aéronefs qui a vu sa première perte en meeting aérien en 2015 et derrière en 2020, malheureusement en Indonésie. D'un point de vue avionique, vous n'allez pas être perdu, hein. L'idée c'était de préparer au F-15, au F-16. On se retrouve donc avec une philosophie complète de F-16, des écrans, tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur de la 4e génération et on va voir si certains d'entre vous reconnaissent tout ça. Vous pouvez même l'acheter, j'ai envie de vous dire, à la maison avec certaines marques françaises. Quand on rentre un petit peu dans le détail, on est sur tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire. Dans certaines versions, on peut avoir le radar à l'avant, un petit radar de l'ordre de 60 kg. On a le siège éjectable. On va avoir du pétrole dans les ailes. On va pouvoir emporter sous les ailes de l'AIM-9X, du missile infrarouge. Dans certaines versions à terme, avec le bon radar de l'AIM-120, du tir et oubli, ce qui est très intéressant pour cet aéronef-là. Ensuite, vous allez pouvoir embarquer du missile air-sol, mais également de la bombe de 250 kg. Différentes versions existent. Vous avez le B, vous avez le 50, le FA50, avec, comme vous pouvez le voir, des formes très légèrement différentes, mais surtout, l'idée, c'est de l'armement différent, voire une motorisation différente. Ils proposent 2 types de motorisation. Donc c'est comme le Gripen, à chaque fois, on est sur un aéronef, une cellule de base, qui après, derrière, va être légèrement modifiée pour vous permettre d'aller sur le maximum de marché export, sachant que certaines de ces versions n'existent que sur papier. Là, typiquement, le FA50, il vous propose même d'avoir du Tactical Data Link, de la liaison 16, de la liaison entre aéronefs. Donc c'est très bien et capacité à faire de la jumelle de vision nocturne. Vous êtes vraiment sur un petit chasseur d'entraînement, voire petit avion d'appui sol ou de guerre moderne qui vous permet dans sa version tir et oubli de faire peur à beaucoup d'aéronefs. Typiquement, si vous mettez ça sur un théâtre comme le théâtre ukrainien à l'heure actuelle, c'est pas déconnant, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on prend des stéroïdes, on prend ce qui se fait de plus gros, de plus fort. Moi, j'adore cet aéronef, le F-22, absolument magnifique, mais regardez bien, là, qu'est-ce qu'on a mis sous les ailes? Nous avons mis des bidons, et si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que sans bidon, c'est un avion furtif avec d'excellentes capacités de manœuvre. Avec les bidons, tout comme le Rafale, dites adieu à votre furtivité, dites adieu aux incidences, aux grosses accélérations et forcément au fort facteur de charge. Car si vous prenez, on va dire 7-8G avec ça sous les ailes, ça va créer de fortes tensions, ça va abîmer la structure de l'aile. Donc l'aéronef, qui est régi par des commandes de vol électriques, donc il y a un petit ordinateur derrière. Le pilote, il donne un ordre, ça va dans l'ordinateur. À l'arrière, l'ordinateur regarde les conditions, ce qu'il a sous les ailes et vous donne une autorité au niveau des gouvernes. Et quand vous avez des bidons, pour préserver la structure de l'aéronef, vous êtes restreint, souvent du simple au double. C'était d'ailleurs cette histoire de bidon, l'excuse que les Américains avaient donnée quand le Rafale avait eu des opportunités de tir sur le F-22 aux Émirats. On en parle dans cette vidéo-là, qui a longtemps été une des vidéos qui a eu le plus de succès de la chaîne d'ailleurs. On en revient à notre exercice
Cope Thunder aux Philippines. Vous avez là un F-22 avec, vous l'avez compris, des bidons, donc une capacité de manœuvre qui est réduite. Qu'est-ce que l'on voit? Sim, ça veut dire qu'il est le tireur, le TI-50, en mode simulé. Il a donc de l'armement simulé. 0,57, je pense que c'est sa vitesse, son Mach. Ensuite, derrière, vous voyez qu'il est poste UHF, poste VHF, donc c'est deux fréquences en même temps, une fréquence UHF, une fréquence VHF, souvent une fréquence pour le combat avec l'autre aéronef et une fréquence avec le contrôle aérien. On voit également qu'il est 13h29 et 39 secondes local, système 1, GPS 2, donc il a tous ses centrales inertie qui fonctionnent bien, et après là on doit avoir de la navigation. Vous avez un optique ici et il annonce un tir. Ça c'est le réticule classique pour le canon. Néanmoins, petit point intéressant, on n'a pas l'air d'avoir d'accrochage radar, soit parce qu'on est sur une version qui n'a pas de radar, certaines versions du KI n'ont pas forcément le radar qui va bien, donc il fait ça à vue. Et par contre, pour le tir infrarouge, s'il a un missile avec lui, normalement il est censé l'accrocher. Mais sur un avion moderne, comme un Rafale par exemple, vous auriez une symbologie supplémentaire au niveau de cet aéronef-là. Par exemple, il vous accrocherait une source de chaleur infrarouge, ou il vous accrocherait le radar dessus, ou il vous accrocherait également peut-être votre optique secteur frontal, un petit OSF dessus, et vous pouvez avoir une superposition de sigles sur la cible, on le voit bien dans la vidéo Rafale contre F-22, au fur et à mesure que vos senseurs de l'aéronef accrochent l'adversaire. Si ce n'est pas le cas, on est un peu comme sur Super Étendard, à faire ça à l'ancienne, vous êtes dans une bonne position, vous avez votre missile qui accroche, ou à l'entraînement, vous êtes censé avoir un missile qui accroche, vous êtes dans les bons paramètres, et vous pouvez tirer. C'est pour ça qu'on va voir les paramètres d'entraînement. Dans tout exercice, vous avez des règles d'engagement et des règles d'entraînement. Typiquement, quand on s'entraîne, on va dire que ça c'est un aéronef, on a une bulle autour de cet aéronef qui fait 150 mètres. Ça c'est l'entraînement classique. Si un autre avion rentre à l'intérieur de cette bulle, que vous passez à moins de 150 mètres, c'est pas bon. Normalement, vous enfreignez une training rules. Dans la vraie vie, si vous êtes en vrai combat, c'est pas gênant. Mais dans l'entraînement, on estime que c'est trop dangereux. Tout comme une passe face avant. Si par exemple vous faites face à face avec l'adversaire et que vous voulez le tirer canon en face à face, c'est généralement interdit parce que le risque que les deux pilotes tunnelisent et se percutent est trop grand. Donc on dit il est passe avant, interdit. Maintenant à votre avis, le jour de la vraie vie, est-ce que vous pouvez faire des passes avant? Bien sûr que oui. Si vous n'êtes pas préparé, ça va piquer. D'où l'importance également du simulateur et d'un entraînement réaliste. On a des règles comme ça qui existent, ainsi que des règles d'engagement que nous ne connaissons pas dans le cadre de cet exercice. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les critères pour tuer quelqu'un. Quand on fait un vol d'entraînement classique, on va dire un avion contre un avion, on va dire qu'il faut 2 gun skills, donc 2 fois où avec votre canon, vous avez réussi à abattre l'avion, ou un guns tracking, ou alors une phase, le tracking, c'est que tu arrives à suivre l'autre. Tu es bien derrière et tu pourrais le découper longtemps. Donc un guns tracking au canon, tu peux le découper, ou 2 tirs d'opportunité canon égale un kill. Et donc là, tu peux annoncer à la radio gun skill sur F-22, tel endroit, telle position. Sinon, au niveau des missiles, généralement, soit vous partez sur le fait qu'on peut engager tout secteur, ça c'est pas avec les missiles modernes comme la IM-9X, soit on va dire on attaque que secteur arrière. Et vous devez être à l'arrière de l'aspect de votre cible à une certaine distance que je vous donnerai pas pour pouvoir annoncer le Fox 2. Et ensuite, il y a une différence entre annoncer j'ai tiré un Fox 2, je viens de te tirer dessus un missile, et annoncer un Fox 2K, un Fox 2 kill, je t'ai tiré un Fox 2, et vu nos kill crits, je sais qu'il est valide, donc t'es mort, fin de l'exercice. Maintenant, quand vous êtes défensif, souvent, vous allez annoncer de votre côté flare, donc les fameux leurres infrarouges, et si le pilote défensif annonce flare, l'autre aéronef derrière ne peut pas annoncer Fox 2 kill. C'est comme dans un cours de récréation quand t'étais perché. Alors à quoi ressemble le profil d'un vol comme ça? Eh bien on va décoller de notre petite base, hop là, on a le F-22 qui va décoller, on a le KI-50 qui vont décoller, donc probablement le KI, ensuite le F-22, ensuite ils vont souvent voler en patrouille, comme ça fait un seul contact radio pour le trafic aérien, c'est plus simple. Ils arrivent dans leur grande zone d'entraînement, on va définir une zone d'entraînement
par exemple, entre 5000 pieds, 1500 mètres et, disons, ça dépend de la zone, 25 000 pieds, ils ont toute cette zone-là. Ça permet d'avoir les avions de ligne qui passent au-dessus, c'est pas gênant. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un hard deck, une distance par rapport au relief qui est suffisante, même si là, il y a peut-être du relief. Ils rentrent dans la zone. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'échauffer, ce qu'on appelle le G-warm-up. Vous allez dans un premier temps virer à 3-4G ou 5G, et ensuite revirer dans l'autre sens à 5-6G, parce que comme ça prépare votre organisme à résister aux facteurs de charge, et on sait que ce sont des vols où le facteur de charge, très brutalement, peut vous faire perdre conscience. Il n'y a pas de système de récupération automatique sur le KAI-50, il y en a par exemple sur F-16, mais pas sur tous les avions, donc attention à ça. Une fois que tout le monde est chaud, et ben c'est parti, on va faire des setups. Donc là, je pars du principe qu'il n'y a que 2 avions, un F-22, un KAI-50. C'est ce qu'on appelle de la BFM, Basic Fighter Maneuver. Si on est en 2 contre 1, c'est de l'ACM. Ça se trouve, là, c'était le cas, mais c'est autre chose. Donc, imaginons, on doit faire de l'entraînement au combat aérien rapproché. Comment est-ce qu'on va faire? On a 3 types de setup. Le premier setup, c'est le setup défensif. Le deuxième, ça va être un setup offensif, et après on a ce qu'on appelle le setup neutre. Vous l'aurez compris, sur le défensif, vous avez un aéronef qui est comme ça là, hop, qui avance comme ça, tac, et derrière lui, l'autre aéronef qui se positionne à environ 1 km, 2 km à l'arrière. Le leader, le premier, l'avion défensif, annonce qu'il est prêt sur l'avant. Le deuxième annonce qu'il est prêt derrière, tout le monde a fait ses actions vitales. On annonce Fight Zone, début du combat, et là, on commence par un break défensif de la part de l'avion qui est en posture d'entrée de jeu défensif. T'as pas commencé que tu es déjà en train de te faire tirer dessus. Et là, l'autre, il va devoir faire quoi? Il va devoir essayer de manœuvrer pour rester offensif sur toi, alors que toi, tu vas essayer de te soustraire à un avion qui t'a fait une embuscade. Et donc, forcément, dans un cas comme ça, c'est très facile d'avoir des kills, d'avoir des vidéos où vous pouvez dire, regardez, je me suis fait un F-22. Parce que si vous commencez contre un F-22 sur un qui, lui, est défensif, ben, c'est pas une situation d'avenir pour lui. Au moins, initialement, forcément, vous le voyez faire son break, vous avez une opportunité de tir. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui va essayer de prendre l'avantage sur vous et vous devez rester offensif, ce qui n'est pas facile. L'offensif, c'est exactement l'inverse. Donc, vous avez un aéronef qui est défensif et l'autre aéronef qui est, comme dans ce cas-là, alors il peut être ici, il peut être là, il peut être purement derrière. Et là, donc c'est fight zone, ça break, ça part, ça essaie de se défendre et vous allez essayer de manœuvrer de la manière la plus efficiente possible pour rester offensif dessus et lui placer le maximum de tirs. Donc dans un cas comme ça, plutôt que d'interrompre le scénario après le premier kill, des fois on va dire on va faire 2 ou 3 kills. On arrêtera l'entraînement au bout de 2 ou 3 kills pour entraînement. Attention. Et le dernier point, c'est le setup neutre. Le setup neutre, un avion comme ça, un avion comme ça. Et là, généralement, on annonce take a cutaway. Toi, tu prends un axe par là, lui prend un axe par là. Au bout de quelques secondes, turn in, tu vires à ton altitude, il vire à son altitude. Là, si on regarde en 3D, en fait, toi, tu es en train de voler comme ça, tac, 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 et lui, il va voler étagé de 500 pieds ou 1000 pieds par rapport à toi. Chacun a ce qu'on appelle des sanctuaires ou des blocs d'altitude. Et ça croise, et ça arrive. Et au moment où ça croise, fight zone, début du combat. Et là, vous choisissez, vous partez vers le haut, vous partez en virage, vous partez vers le bas, vous faites ce que vous voulez. Et là, c'est du combat neutre. Donc, on se doute bien qu'il est plus difficile pour un KAI-50 d'obtenir un kill sur un setup neutre que sur un setup où le KI est offensif et le F-22 défensif. Forcément, l'histoire et la revue ne nous dit pas dans quel type de présentation la vidéo, enfin l'image est sortie, ce qui une fois plus nous ramène vers le fait qu'on fait dire ce qu'on veut à des images. Et donc mes two cents aujourd'hui, c'est quoi? C'est le danger de la communication et de ces images qui fuitent sur Internet ou sur Twitter. On peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Récemment, on a eu des Rafale Marines qui sont allés à Singapour. On a fait une vidéo sur le sujet. Le Rafale Marine est sorti dans la presse et sur Twitter comme étant en train de se faire abattre par F-15, F-16 singapouriens. Ils avaient les bidons, les Rafales Marines, et les autres étaient en lice. Forcément, tout ce que vous faites maintenant va avoir un impact directement. On est dans un monde complexe où une multitude de facteurs peuvent venir faire, on va dire,
accélérer l'information et son impact. Et maintenant, la moindre petite mission peut se retrouver sur la toile avec des commentaires dans tous les sens. L'autre point important, c'est train as you fight. Les Américains sont connus pour dégrader les performances de leurs avions lors des entraînements, surtout en termes de furtivité. Attention néanmoins à ne pas sacrifier ces réflexes, ces procédures temps de guerre. Typiquement, si vous ne vous entraînez jamais à faire un tir passe avant, le jour de la guerre, si vous avez besoin de le faire, vous n'allez pas avoir le réflexe de le faire. Donc il faut s'entraîner comme on se bat et c'est toute la difficulté lors de ces exercices où on privilégie toujours la sécurité. Et le dernier point, c'est l'APAC, Asia-Pacifique, toute cette zone où les Américains, malgré ce qui se passe en Ukraine, malgré ce qui se passe en Israël, sont en train d'accroître leur présence. Ce n'est pas pour rien si, dans la plus grande discrétion journalistique chez nous, eh bien, les Américains ont accru leur présence dans les Philippines cette année. Il se passe de plus en plus de choses. La défense des États-Unis commence par la première chaîne des îles. C'est un sujet dont je vous ai beaucoup parlé et que nous allons traiter en détail ce mois-ci sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour tout comprendre à la première chaîne des îles et la logique de défense américaine qui commence directement aux Philippines. Pour terminer, c'est sympa de faire des exercices, mais comme me disait Charles de Gaulle, le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et vous voyez, il est d'accord. Fly safe. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur War Thunder. Cliquez sur le lien en description pour obtenir votre pack bonus et pour tester par vous-même certaines tactiques de combat. Vous vous rendrez alors compte de toute la difficulté des engagements dans la 3e dimension. Fly safe.